Rebonsoir à tous. Le réseau Madeleine Danielou est heureux de vous accueillir à cette soirée partage sur la souffrance au travail. Le réseau Madeleine Danielou a pour principal objet l'entraide sous toutes ses formes et notamment l'entraide professionnelle via RMD Pro. Donc nous sommes particulièrement en résonance avec le message et les actions de Kika et nous avons suivi la publication de son roman « Je ne te savais pas si fragile » avec beaucoup d'intérêt. Et c'est pourquoi nous sommes heureuses de l'accueillir pour notre première soirée RMD Pro. Je passe la parole à Clémence qui va nous présenter Kika. Merci Nathalie. Bonjour à toutes. Alors avant de présenter Kika, je vais juste vous faire un tout petit rappel sur Zoom et sur le fait que la soirée est interactive. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le moment de questions-réponses pour pouvoir interagir. Et donc, vous avez deux façons d'interagir, soit par le chat, comme vous venez de le faire en posant vos questions. Et pour celles qui le souhaitent, vous pouvez lever la main. Comme ça, vous pourrez activer votre micro et poser la question. Pour lever la main, ça fait partie des actions que vous pouvez faire à côté de votre nom. Voilà, donc levez la main et comme ça, vous pourrez parler. Voilà, donc ça, c'était sur la partie technique. Et comme l'a dit effectivement Nathalie, c'est enregistré. Donc, pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur l'enregistrement, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Mais si vous êtes prêts à la mettre, on est ravis d'avoir des visages. C'est extrêmement sympathique. Voilà, donc maintenant, venons-en au sujet qui est évidemment la souffrance au travail, mais surtout, notre sujet, c'est Kika. Donc, Laure Emmanuel, de son vrai prénom, donc, qui est une ancienne du réseau Madeleine Danielou, donc de Danielou à Rueil, 1993. Donc, Kika est mariée, mère de 2 enfants, 2 filles, qui ont aujourd'hui 15 et 12 ans, et qui, à l'époque des faits, entre guillemets, dont nous allons parler, avaient 10 et 7 ans. Aujourd'hui, Kika est en pleine reconversion avec 2 axes principaux. Donc, en formation sur l'accompagnement à travers le coaching. Je pense que Kika a une expérience très riche à travers ce qu'elle a vécu et la façon dont elle a su le traverser, le mettre en mots et accompagner les autres personnes justement maintenant sur ce sujet. Certaines d'entre vous l'ont peut-être rencontrée puisqu'elle a même fait un tour de France dans son combi Volkswagen pour aller faire la promotion de son livre, mais surtout rencontrer des personnes qui étaient dans des situations similaires et Kika nous en parlera. Et l'autre sujet de formation est bien aussi lié à ce dont nous parlons ce soir, puisque c'est l'écriture. Donc, c'est de savoir se former pour pouvoir animer des ateliers d'écriture, une écriture thérapeutique, donc qui permet vraiment de se reconnecter à soi pour pouvoir mettre des mots, on dit des mots sur les mots, donc des mots MOTS sur les mots MAUX, comme vous aviez compris. Et ce projet a un très beau nom, puisque ça s'appelle la Voix du cœur, Voix VOIX, évidemment, puisque ces mots sont comme une voix sur laquelle qui permettent d'exprimer. Donc, voilà un petit peu pour dire le parcours maintenant, aujourd'hui. Mais je voulais revenir à un peu l'époque du livre et des faits. Donc, à cette époque-là, Kika est cadre, directeur commercial dans une entreprise de l'industrie du cycle et donc dans la filiale française d'un grand groupe international. Ça vous permet de camper un petit peu le décor. Et nous allons commencer par parler de la souffrance au travail et du burn-out. Mais avant de demander à Kika de commencer, je vais vous lire quelques extraits du tout début du livre. C'est vraiment le début du chapitre 1, parce que je pense que c'est intéressant d'utiliser les mots de Kika pour vraiment pouvoir rentrer dans ce sujet de cette souffrance. Et ensuite, évidemment, Kika prendra la parole sur ce sujet. Donc, le chapitre s'appelle « Anéanti ». Enfermée dans mon bocal de verre, je suis encerclée, traquée par des piles de post-it estampillés urgents. Chacun de mes dossiers a fait la navette 10 fois entre mon bureau et celui de mon patron. À chaque passage, je dois rectifier une virgule, un point ou une majuscule jugée mal placée. Ces imperfections changent totalement le sens de tes phrases. Impossible d'estimer le nombre d'heures écoulées depuis que je suis assise là, ensevelie sous des centaines d'emails qui continuent de s'accumuler. La sonnerie ininterrompue du téléphone entrave ma concentration. Torture, ma tête va exploser. Relevant les yeux, hagarde, je prends seulement conscience de l'encombrement phénoménal de mon bureau. Un vieux sandwich abandonné, enveloppé dans un papier gras, repose au milieu de ce capharnaüm. Impossible de me souvenir du jour où il m'a été apporté. À quand remonte mon dernier repas? Cette pensée crispe ma poitrine
et mon téléphone qui continue de sonner. Voilà, Kika, ce sont tes mots. Et sur tes mots, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très touchée d'être invitée ce soir à venir témoigner sur ce sujet qui me tient tant à cœur pour aussi participer et contribuer à apporter ma petite pierre à l'édifice de cette prévention. Donc oui, la souffrance au travail, peut-être c'est définir qu'est-ce que c'est que souffrir au travail. Alors, je dirais que il faut élargir au-delà du burn-out ou du harcèlement moral. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être parfois le deuil, l'accident, la maladie, la posture des dents, des épreuves de la vie qui viennent à un moment donné re-questionner notre essentiel et font que nous sommes fragilisés dans notre vie professionnelle. Et quand la vie ne nous laisse pas d'espace pour penser, en fait, et qu'on n'a pas à prendre le temps de se questionner, ça vient toucher à un moment donné, effectivement, des sujets sur la santé mentale. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Ce sont, pour moi, tous les déterminants à notre épanouissement personnel, en fait. Et la souffrance au travail, pour moi, c'est quand, à un moment donné, l'absurdité est devenue insupportable. Quand il y a une perte de sens, une perte de motivation. C'est pas forcément la quantité ou ni la charge de travail. Je pense que c'est plutôt la mise en invisibilité de ce que l'on peut appeler le travail réel, c'est-à-dire que la différence entre le travail prescrit et ce que l'on vient vous donner comme tâche et le travail rendu. Et ce travail rendu nécessite parfois par des manques de moyens, moins de moyens humains, moins de moyens financiers, des conditions de travail parfois dégradées, qui vous obligent à une sorte de surinvestissement et qui ne sont jamais reconnus en termes, je dirais, de travail réel. Et donc, je pense que c'est important de comprendre que la perte de sens, vraiment, pour moi, c'est vraiment le terreau de la personne épuisée, quoi. Que dire de plus par rapport à ça? Souffrir, avoir mal au travail, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas fait pour ce travail. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est peut-être tout simplement que vos conditions de travail ne sont pas bonnes. Voilà. Ce qui est de l'ordre très souvent d'une pathologie de l'organisation du travail, moi je dis que c'est pas simplement la personne qui est épuisée qu'il faut soigner, mais c'est aussi le travail qu'il faut soigner. Parce que ce qui est de l'ordre vraiment d'une pathologie de l'organisation du travail vous est souvent retourné comme une insuffisance personnelle. Et j'ai envie de dire, ce qui est très important, c'est d'écouter votre ressenti par rapport à cette souffrance au travail. Parce que votre ressenti, il est forcément juste. Voilà. Il est personnel, il est légitime et il faut éloigner cette culpabilité en fait. Et être bienveillant envers soi-même, je pense que c'est s'autoriser la liberté d'aller mal en fait, tout simplement. Donc voilà, s'autoriser à dire qu'on va mal, c'est juste. Et merci beaucoup. Et sur cette définition, je voulais juste mentionner qu'au début avant ce premier chapitre, au début du premier chapitre que je vous ai lu, il y a effectivement une page qui s'appelle Burnout avec 4 définitions différentes. C'est très intéressant de voir la définition qu'en donne l'OMS, des psychologues. Et dans la tienne, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu parles d'accélération. Tu dis c'est un processus d'accélération qui entraîne une sortie de route. On est pris la tête dans le guidon. Pour moi, à partir du moment où on est dans cet engrenage infernal
la personne qui est dans cette situation, tristement, ne fait plus partie de la solution parce qu'elle fait partie du problème. Elle est lancée à fond. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on va vraiment décrire les 10 étapes du burn-out. On va voir que dès le démarrage, il y a une certaine, un engagement professionnel, quelque chose qui fait que on vient remplir la mission pour laquelle, évidemment, on a été embauché. Et je dois dire aussi, ce qui est important pour poser le préambule aussi de notre partage de ce soir, la souffrance au travail n'est pas réservée que aux salariés ou à tout travailleur, je dirais, secteur privé, secteur public, cadre, exécutant, hommes, femmes, personne n'est épargné, et non plus les professions libérales, non plus les chefs d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène général et c'est important. Mon témoignage vient à travers un témoignage de salarié, mais je voulais oublier personne dans cet univers-là. Voilà. Merci, c'est important, effectivement. Et tu as beaucoup insisté quand on a préparé cette conférence sur le fait que ça concernait absolument tout le monde. Soit ça avait déjà concerné, mais ça pouvait concerner tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça, juste pour vous le dire, qu'on n'a pas choisi le terme de burn-out pour le titre de la conférence, parce que justement, la souffrance au travail, elle a plein de formes différentes. Et certaines personnes qui vont dire non, non, mais moi, je ne me reconnais pas dans le burn-out, en fait, ont quand même des souffrances. Donc, c'est important d'ouvrir. Et justement, tu parlais un peu des différents profils. Ce n'est pas lié au secteur, on l'a bien compris, ce n'est pas lié au fait d'être un homme, une femme, un cadre, dans une association ou dans une entreprise, mais il y a quand même un profil que tu appelles le profil du bon client, si on peut passer cette expression qui est très bien vue. Est-ce que tu peux nous détailler ce profil du bon client au burn-out ou à la souffrance? Oui, alors j'ai été une excellente cliente, donc je peux vous raconter un petit peu c'est qui le bon client en fait. Alors, c'est quelqu'un qui aurait un syndrome qu'on pourrait appeler syndrome du bon élève. Alors, ça va vous parler, hein, vous allez peut-être voir parce que on a à travers, évidemment, nos éducations, nos croyances, pas mal de choses qui viennent toucher cette chose-là. Donc, ça va venir définir la place que l'on donne vraiment au goût de l'effort. Le burn-out, comme disait le père Pascal Hid, c'est la maladie du don. On ne compte ni ses efforts, ni son temps. Vous êtes le bon collègue vraiment sur lequel tout le monde peut compter. Ce qu'il faut venir interroger, c'est peut-être quelle est la place du travail dans notre vie, en fait. Est-ce que on va tirer quelque chose du travail, un statut, une reconnaissance particulière? Ça, c'est quelque chose qui est important, cette sacralisation du travail. Où est-ce qu'on en est aussi avec notre conscience professionnelle? La conscience professionnelle, autrefois, était une vertu. Aujourd'hui, elle peut très rapidement devenir un handicap et devenir un des signaux, puisque généralement, on demande toujours à ceux qui vont faire. Ceux qui ne font pas, étrangement, ils sont beaucoup moins sollicités. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose. Donc, il y a aussi une interrogation par rapport au bon client. Est-ce qu'il s'est vraiment posé ses limites? Pour moi-même, j'appelle ça le syndrome de Wonder Woman, c'est-à-dire voilà, le sorte de super-héros, soit fort, soit parfait. Voilà. Et je pense que la nuance entre soit fort et soit invincible est importante. C'est-à-dire que comprendre que quand on est fort, c'est bien, les gens peuvent s'appuyer sur vous, mais à un moment donné, si on vous en met une tonne sur le dos, c'est juste normal de ne pas pouvoir soulever tout ça. Voilà. Après, le bon client, pour moi aussi, il y a la notion de perfectionnisme. Parce qu'on est dans un monde où vraiment il faut tout effleurer sans s'attarder.
avec le sentiment de faire un travail médiocre qui peut être quand même assez désagréable quand on remplit aussi le syndrome du bon élève et qui a envie de faire les choses comme il faut. Et par conséquent, on a là vraiment un sujet sur lequel ça vient jouer aussi avec la société, des injonctions qui autrefois étaient aussi autour de la stabilité. Alors, il faut être propriétaire, avoir un CDI, être stable, marié, etc. Et aujourd'hui, la société pousse, je dirais, au changement, en voyant à travers ça une certaine liberté. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, on va même leur dire fais ce travail pendant 3 ans, puis change, ça sera bien pour ton CV. Donc, je pense que cette mise en place du changement permanente réduit à un moment donné les engagements des uns et des autres. Souvent, ça met en place beaucoup de court-termisme et des mesures peuvent être mises en place dans une entreprise sans que les conséquences soient vécues par la personne qui les a mises en place. Donc, finalement, à un moment donné, c'est sûr que ça peut jouer. Donc, la notion qui est importante à comprendre, c'est la valeur de l'engagement par rapport au bon profil, la loyauté, parce que l'engagement au travail, c'est une valeur clé que l'entreprise recherche vraiment aujourd'hui. Elle recherche des personnes qui vont donner de leur personne, s'impliquer, avoir un esprit d'initiative, de responsabilisation, de dévouement, d'effort, de dépassement, etc. C'est ce qu'on va appeler l'effet un peu corporate. Dans mon entreprise, on était habillés aux couleurs de la marque. On devenait tellement corporate qu'à un moment donné, mon dressing s'était transformé juste en affaire logotée à la marque. C'est là que je me suis dit qu'elle était venue même jusque chez moi, dans mon dressing, prendre beaucoup de place. Donc voilà, la personne qui est très engagée dans son travail, eh ben, elle défend les valeurs et les intérêts de son entreprise parce qu'elle est fière. Elle est fière d'appartenir à cette entreprise. Elle veut trouver des solutions innovantes aux difficultés. Elle compte pas ses heures. Elle est corvéable à merci. Et je pense que voilà, ça devient dangereux aujourd'hui. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Parce que dans la notion de bon client, il y a la notion de sacrifice. Se sacrifier pour son travail. Alors, se sacrifier pour son travail, pour moi, c'est vraiment se laisser entamer son capital vital. C'est faire brûler ses réserves d'énergie. C'est perdre progressivement la joie de vivre pour endosser la tristesse. Ça. Et on finit par ne plus conduire vraiment sa vie. Voilà. Et ce qui est, pardon, excuse-moi. Non, je dis, voilà, la place, la capacité à dire non aussi. Ça, c'est une question sur laquelle il faut s'interroger. Faire passer les autres avant soi, faire plaisir. Il y a aussi une question qui s'est jouée ces dernières années avec les emails, l'hyperconnectivité. L'hyperconnectivité est venue rajouter une non-frontière entre la porte du bureau et la porte de la maison. Et par rapport à ça, c'est la place de la culpabilité aussi, parce que si on ne répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on a du retard, etc. Donc voilà, d'une manière générale, les enjeux par rapport à cet épuisement, ils sont souvent multifactoriels, évidemment. Le bon client, ça peut être aussi des profils hypersensibles, certains profils que l'on peut appeler haut potentiel, HP, une charge mentale qui va être accrue, une situation familiale à un moment donné, une épreuve traversée qui va rendre les choses difficiles. Voilà. Pour moi, ce n'est pas la fragilité, la sensibilité
qu'il y ait un problème. C'est le manque de sensibilité qui nous amène à un monde de brutes, en fait. Voilà. Le titre, Je ne te pensais pas si fragile, c'est la phrase que mon patron m'a dite pour accueillir mes premières larmes. Je pense que ça dénote d'un monde hyposensible, voire insensible, en fait. Voilà. Donc, ça laisse la question de l'accueil aussi de tout ça. Et peut-être la question ou la croyance qui pourrait être nourrie par le bon client de quand on veut, on peut. Ça voudrait dire que si on voulait bien s'en donner les moyens, alors on réussirait. Je crois que est-ce qu'on est vraiment en capacité d'obtenir tout ce qu'on veut? À un moment donné, il faut regarder les curseurs sur ce que l'on vous présente. Les conditions sont-elles réunies en termes de moyens humains, en termes d'objectifs, en termes de moyens financiers, en termes de délai et de temps? Parce que parfois, on peut réussir, mais il faut plus de temps ou plus de moyens. Donc, moi, je dirais qu'il faut en terminer vraiment avec ça. Enfin, moi, je me suis réconciliée avec ces croyances. Quand tu veux, tu peux. Je me dis plutôt, quand on ne veut plus et qu'on est délibéré, enfin, on est libéré du désir d'être forcé pour pouvoir, on relâche notre volonté et ça nous donne notre capacité d'action. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, moi, j'alerte vraiment toutes les personnes aussi qui se croient fortes parce que moi, je me croyais très forte, je peux vous l'assurer. Et je pensais jamais, mais jamais que ça puisse arriver. D'ailleurs, une anecdote, c'est le matin où je n'ai pas pu me lever, j'ai envoyé un texto à 3 très bonnes amies, très proches, en leur disant « Je suis cuite, je suis éteinte, c'est fini. Si vous pouviez prendre soin de mon mari et de mes enfants. » La réponse a été par texto à mon mari. Laure Emmanuelle, elle a dû se faire voler son téléphone. Ça va sûrement être une demande de rançon. Ils n'y ont jamais cru parce que j'affichais une personnalité si forte que c'était impossible que je puisse dire ces mots-là. Donc voilà, quiconque se croit fort est d'une fragilité inégalable. Voilà, croyez-moi. Et on dit que ce sont les plus fragiles qui tombent. La vérité, c'est ceux qui portent la valeur travail la plus forte. Ce sont les plus dévoués qui tombent. Voilà. Donc, à travers ces différents profils, je pense qu'il faut apprendre à se protéger des phrases un peu toxiques. Et je crois que ce qui m'a manqué beaucoup, c'est peut-être des cours en immunité sociale. Avec le recul, je crois que ça serait bien de trouver des professeurs qui puissent enseigner ça. Eh bien, alors j'allais réagir, mais il y a Karine qui a levé la main et j'allais lire son commentaire, donc je vais te laisser le faire toi-même, Karine, tu peux désactiver, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de votre témoignage qui est malheureusement pas une nouveauté parce que les salariés sentinelles dont vous faites partie et qui sont effectivement des salariés qui ont à peu près toujours le même portrait, celui que vous avez décrit, moi, je les perçois plutôt comme effectivement des sentinelles, à savoir ceux qui vont tomber avant les autres parce qu'ils perçoivent bien et parce qu'ils le vivent dans chaque minute de leur vie professionnelle et malheureusement, au bout d'un moment, plus uniquement professionnel, mais bien dans tous les secteurs sociaux de leur vie, qu'ils sont en train de se faire ronger, vampiriser, et que ça altère leur simple capacité à vivre. Mais il y a ceux-là qui tombent, mais les autres aussi, s'ils ne tombent pas ou s'ils ne trébuchent pas de la même façon, et on peut parler de tous les salariés qui sont soutenus aujourd'hui pour se lever le matin et pour aller travailler, soutenus par l'usage forcené de neuroleptiques, par l'alcool, par d'autres substances plus ou moins légales. Aujourd'hui, malheureusement, les études, de multiples études le montrent,
Les salariés français au niveau européen, mais aussi mondial, sont les plus engagés, mais sont aussi les plus déçus du travail. Mais le travail, lui, il va bien. Le travail, lui, il n'a pas de problème. Le seul et les seuls qui ont des problèmes, ce sont les conditions d'exercice du travail. Et alors, si ça peut vous rassurer, et je vais m'arrêter là après, il y a un certain nombre de professeurs qui enseignent ça. Moi, j'ai entre autres dans ma formation fait un diplôme de prévention et de responsabilité en risques psychosociaux à Paris 2, où les professeurs qui enseignent toute la partie psychosociologie du travail, tout comme ceux comme Marie Peset qui se penchent plus spécifiquement sur tout ce qui est souffrance au travail, vous apprennent bien et nous apprennent bien à sentir et aller chercher, interroger vraiment le travail pour aller voir où ça pêche et arrêter de faire croire que le problème, ce sont les salariés. C'est extrêmement rare. Effectivement, là où je pouvais vous répondre, c'est que quand à un moment donné, je me suis rendu compte que même les objectifs étaient inatteignables, que le nombre de personnes avait été réduite, que l'objectif ne faisait qu'augmenter. Après, c'est comment l'organisation du travail répond. La réponse qui m'a été faite, c'est on va t'offrir une formation en gestion de priorité. Donc, une fois encore, ça renvoie à l'insuffisance personnelle et c'est ça qui est compliqué en termes de culpabilité. Et ce que je disais, les cours, oui, aujourd'hui, avec Christophe Desjours et tous ces sujets en psychopathologie du travail, mais c'est extrêmement récent. C'est-à-dire que je pense que à des élèves qui aujourd'hui se préparent à des études. Moi, j'ai croisé sur ma route des anciennes avocates qui, après avoir fait des études d'avocates, se sont rendues compte que c'était un métier où le surinvestissement, etc., ça devenait très compliqué parce que les professions libérales ne sont pas, il n'y a pas que le salarié, hein, c'est les conditions du travail. Et c'est compliqué parce qu'après, d'une fois que vous êtes vous reconvertir ou repenser le travail autrement, repenser tout ça, on l'apprend après, souvent à nos dépens en fait. C'est-à-dire que voilà, moi je n'ai pas reçu suffisamment d'éléments à l'entrée dans le monde professionnel. À cette époque-là, ce n'était pas encore suffisamment développé. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on prend plus de précautions. Et j'invite, je rebondis sur votre partage sur Marie Peset, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui auraient besoin d'aller consulter le site souffranceettravail.com qui est rempli énormément de documents, de livres, de sources en tout genre pour absolument tous les métiers, que ce soit secteur public ou privé, avec des consultations en France dont j'ai bénéficié moi-même, puisque j'ai bénéficié d'une consultation en pathologie pro à Créteil. Et c'est là que j'ai compris que c'était le travail et que ce n'était pas moi le problème. Donc, vous voyez, je l'ai tristement compris un peu tard. Karine, je crois que vous vouliez répondre. Alors, je vais essayer de faire très très court. J'aimerais juste ouvrir peut-être une petite brèche d'espoir, si vous me le permettez. C'est que il existe, bon, vous avez parlé de Souffrance et Travail, et on va dire que chez Souffrance et Travail, on trouve plein de partenaires de toute obédience qui sont là pour justement commencer à instiller le doute. Et quand je dis instiller le doute, c'est que le doute, c'est vous faire prendre conscience que le problème, ça n'est pas vous, travailleurs qui souffrez, mais bien les conditions dans lesquelles vous êtes contraints de travailler et d'abandonner tout ce que vous pensiez pouvoir dédier au travail, puisqu'il nous construit. Hein. On a une société basée depuis la nuit des temps sur l'emploi. Hein. Donc, ça constitue le corpus social, familial, et qu'on le veuille ou non, ça imprime nos vies. Donc, il y a quand même un certain nombre de partenaires qui peuvent, chez qui on peut venir commencer à souffrir avant d'être dans un tel état de souffrance qu'on se retrouve à genoux et vraiment très très mal.
On peut parler de l'inspection du travail, on peut parler du médecin du travail, on peut parler de son médecin traitant, on peut Oui, parler ça, aussi on des va en parler. syndicats, Oui. on peut parler des médiateurs, moi j'en Mm. fais partie, on peut parler aussi des intervenants en prévention des risques. Mm. Moi, je suis PRP spécialisée dans les risques psychosociaux. C'est mon métier et je suis là pour essayer de faire comprendre aux gens qui viennent me voir ou aux entreprises qui sentent qu'il y a quelque chose qui se met à pas aller normalement chez elles, qu'il faut interroger les choses autrement et essayer de voir les situations vraiment vues du dessus en position méta et se servir de tout ce que la science peut venir nous apporter pour interroger la situation avant qu'il ne soit trop tard. Et je me tais jusqu'à la fin, c'est promis. Non, pas de Non, problème. je vous remercie, c'est important et on va en parler parce que Voilà. encore faut-il savoir que l'on a accès à tout ça. Je rencontre pas mal de personnes qui ne savent pas, par exemple, tout simplement que le médecin du travail peut être consulté à la demande du salarié sans que l'entreprise ne soit au courant. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas de manière, voilà, et qui est pourtant essentiel de savoir que l'on peut vraiment à tout moment prendre rendez-vous et aller et ne pas rester seul parce que c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui est extrêmement important. Je pense qu'il y a aussi un discernement à un moment donné qui peut être fait avec un avocat. Les avocats ne mettent pas assez en avant des propositions, je dirais, sans aller directement dans un combat, mais ne serait-ce que pour pouvoir vous aider à discerner si ce qui se passe, c'est de l'ordre loyal par rapport au contrat de travail ou si ça ne l'est plus. Voilà. Et encore une fois, voilà, ouvrir et faire diffuser à travers tous ces métiers qui existent, mais ça, on va en parler. Tout à fait. En fait, on parlera dans pas très longtemps de justement savoir en parler, vers qui se tourner pour sortir de cette solitude. Et juste pour terminer sur la partie profil du bon client, je trouve que ce qui est très intéressant dans ton témoignage, Kika, c'est de voir en fait que c'est un problème, je dirais, de pondération ou de barycentre. C'est-à-dire que ce sont des qualités professionnelles qui, poussées à l'extrême, deviennent une des sources, en tout cas dans la partie comportement du salarié, deviennent vraiment une source de maladie. Et tu as beaucoup parlé de la force. Être fort, c'est bien. Le côté invincible, ça ne marche pas. Et puis cette croyance aussi de je suis hyper forte, ça ne peut pas m'arriver. L'exemple que tu as donné des textos est juste incroyable. C'est-à-dire que même tes amis les plus proches ou ton mari ne te croient pas, tellement ce que tu renvoies extérieurement n'est pas à l'image de ce que tu vis intérieurement. Et je pense que ça vient taper très fort sur le sujet psychologique qu'on appelle toute puissance, impuissance. C'est-à-dire que quand on est dans cette fameuse toute puissance, en fait, il y a une part d'impuissance forte qui, là, s'est révélée très fortement et douloureusement, dans ton cas comme dans beaucoup, je pense. Du coup, ce que je peux vous décrire, c'est les 10 phases, les 10 étapes du burn-out telles que moi, je les ai vécues. D'accord ? Peut-être, vous pouvez aller voir, j'ai aussi fait des petites capsules vidéo sur ces 10 étapes du burn-out pour aider à un moment donné à placer le curseur quand on sait peut-être pas trop. Donc voilà, je dirais que la première étape, on fonce vraiment en pleine confiance. Vous avez un métier vraiment qui vous plaît, vous faites complètement confiance à votre employeur. C'est un vrai plaisir de vous réveiller le matin pour aller travailler. Vous avez une vraie conscience professionnelle. Donc voilà, vous êtes fier d'appartenir à cette entreprise. Et vous êtes, cette vitesse, cette grande vitesse, elle est parfois grisante, d'accord ? C'est passionnant et vous avez l'impression voilà, que rien ne peut vous arrêter. L'étape 2, je dirais, c'est encore un petit effort, quelque chose de cet ordre-là. C'est vous tentez de maintenir votre vitesse de croisière, mais vous vous rendez compte que vous n'avez ni les moyens ni le temps de produire vraiment un vrai travail de qualité. Ça a été le début pour moi de la perte de confiance en fait et de la culpabilité. La culpabilité parce que
peur de ne pas y arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les bouchées doubles, en fait. Voilà. J'ai mis les bouchées doubles parce que je me suis dit, ben non, c'est pas possible, il va falloir compenser. Alors, par moment, on peut douter, on peut sentir qu'on n'est pas à la hauteur. Vous allez demander de l'aide. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque j'ai essayé d'exprimer que ça devenait compliqué, que pour moi, la malveillance sur place a été de me dire, voilà, on va te payer un stage en gestion des priorités, donc on vous renvoie directement que c'est votre insuffisance personnelle qui est en jeu. Dans la troisième étape, en fait, on est vraiment dans une augmentation du stress chronique. Pour moi, ça a été vraiment une diminution de mon attention, de ma concentration, ce qui auparavant m'aurait pris peut-être une journée, on m'en demandera 2 ou 3. J'ai commencé à avoir des signaux physiques, des maux de crâne, des tensions, des problèmes de vue. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premières lunettes. À la maison, parce qu'évidemment, la déflagration n'est pas que au travail, parce que vous ramenez vos problèmes à la maison. Alors, à la maison, c'était traduit par un certain agacement, par de l'irritabilité, de l'impatience. Voilà. J'étais fatiguée, mais je n'arrivais pas à débrancher. Et dans cette troisième étape, pour moi, ça a été un début des problèmes d'endormissement. Dans la quatrième étape, on arrive vraiment dans cet engrenage. Le sommeil, là, pour moi, a été très perturbé. J'avais vraiment conscience que je manquais de sommeil, mais je ne m'écoutais pas quand même. Je pensais que j'avais tout le temps de me reposer plus tard. Voilà. Donc, dans cette étape, je dirais qu'on passe vraiment en mode de pilotage automatique. On est hyper connecté et on commence à se rendre compte d'une baisse de nos performances. Ça, pour les bons clients qui sont les bons élèves et un peu perfectionnistes comme j'ai pu l'être, c'est assez douloureux. Et on rentre du coup dans une sorte de surménage et on fait tout de manière automatique. La mémoire peut flancher. Il m'est arrivé 3 fois d'oublier ma carte bancaire dans la pompe de la station-service, de perdre mes clés. Alors, évidemment, ça arrive à toutes les femmes, mais quand c'est de manière extrêmement régulière, c'est là qu'il y a un vrai souci. Voilà. Donc, le plus dur pour moi, ça a été de me rendre compte que je faisais des erreurs au travail que j'aurais jamais laissé passer auparavant. Voilà. Donc là, se rendre compte de ça, on se met en fragilité soi-même et on commence à douter de soi. À la 5e étape, pour moi, j'ai commencé à m'isoler. Je sentais moins en moins à l'aise avec mes collègues. C'était difficile d'échanger avec des personnes qui, elles tiennent et pas moi. Donc, du coup, c'est moi le problème, en fait. Je ramenais du travail à la maison. Je ne prenais plus de pause déjeuner parce que mon curseur de stress, pour moi, c'était mon niveau de remplissage de ma boîte mail. Quand je dépassais les 2000 mails non lus, là, c'était très indigeste, en fait. La vie familiale dans l'étape 5 a commencé à être très impactée. Voilà. J'ai économisé le peu d'énergie qui me restait pour être en capacité de me lever le lendemain. Et par conséquent, je me coupais peu à peu des choses qui pouvaient me ressourcer, comme le sport ou aller en forêt, me promener. Le dimanche, je préférais rester faire une sieste au final. Et j'avais plus beaucoup de patience et je culpabilisais beaucoup parce que dans cet état-là, quand vous rentrez et que le soir, il y a un verre d'eau qui se renverse à table, eh bien, il prend une proportion tout autre. Mais quand vous allez vous coucher et que vous vous dites « Oh là là, ma réaction pour un verre d'eau renversé à table », vous finissez par vous dire que c'est bien vous le problème parce que même à la maison, ça ne va pas en fait. Vous ne savez même pas gérer ça. À la 6e étape du burn-out, là, j'avais plus trop de motivation à me lever le matin. Aller travailler, c'était carrément un effort. Voilà. Mon système immunitaire, il était moins performant. J'ai attrapé, je pense, tous les microbes qui pouvaient traîner. Ça peut être des douleurs physiques qui apparaissent. J'ai eu mal au dos parce que finalement, j'en avais plein le dos.
Ça peut être la peau qui marque un bouton d'herpès, un eczéma. Alors, moi, je ressemblais à un zombie, mais j'acceptais toujours pas mon état de fatigue. À la 7e étape du burn-out, je me sentais de plus en plus seule. J'avais mis beaucoup de distance avec mes collègues qui comprenaient pas trop mon attitude. Alors, ils finissaient par plus trop m'adresser la parole. Et c'est un vrai climat de méfiance qui s'est installé. Pour ma part, mon burn-out est venu par un harcèlement moral qui était un peu compliqué. Et par conséquent, il y avait un climat de diviser pour mieux régner qui a vraiment installé cette méfiance. Et c'était compliqué pour moi de m'arrêter. Donc, j'ai régulièrement posé des journées de congé pour me reposer. Me faire arrêter, c'était compliqué parce que j'aimais mon métier, j'aimais mes équipes et je me disais, oh là là, mais si je m'arrête, c'est eux qui vont de toutes les manières avoir à travailler. Donc, on n'a pas envie de laisser aux autres toute la charge de travail. Et puis, c'était trop angoissant. Et puis, vous finissez par continuer à travailler aussi pendant vos vacances parce que quand vous revenez, vous pensez bien que ça sera un véritable cauchemar, en fait. Votre boîte, elle aura explosé. Donc, dès le premier jour, ça sera compliqué. À la 8e étape, vraiment là, il y a une prise de conscience que vous êtes mis en danger. Alors, vous vous précipitez à la pharmacie. C'est devenu le pharmacien mon fournisseur officiel de pilules en tout genre contre le stress, le phytose, l'insomnie, contre les carences, contre les douleurs, etc. Je crois que j'ai essayé tout le panel de toutes les dernières vitamines. Pour d'autres, peut-être, ils vont se mettre à fumer. Peut-être l'alcool peut aussi être un moyen d'aider à décompresser. Pour ma part, dans mon tiroir au bureau, j'avais toujours une petite canette de boisson énergétique en me disant, si tu as un petit coup de mou, il y aura toujours cette boisson qui va te permettre de finir ta journée. Voilà, donc dans cette 8e étape, moi, je n'arrivais plus à faire face à ce qu'on me demande. Et c'est effrayant, en fait. Voilà. La 9e étape, c'est vraiment la désillusion complète parce que là, mon travail ne faisait plus sens du tout. J'avais perdu la motivation, l'amour de mon travail. Travailler, ça devenait une obligation matérielle et comme prisonnière de mon salaire, en fait. J'ai songé à démissionner, mais chercher un nouveau job de cadre, dirigeant, ça demande beaucoup d'énergie et on ne vous attend pas à moitié vide en matière d'énergie. Souvent, dans l'entourage, voilà, c'est difficile parce qu'on vous dit que c'est partout pareil dans le monde du travail, que vous devez prendre sur vous, mettre une carapace. Donc finalement, tous ces retours-là poussent à penser que c'est nous le problème en fait, et que c'est peut-être cette sensibilité ou cette hypersensibilité. Et enfin, la 10e et dernière étape pour moi du burn-out, c'était celle de l'effondrement. Et c'est la goutte d'eau, c'est-à-dire que j'ai supporté des humiliations, j'ai supporté des choses très compliquées. Mais alors, ce qui m'a fait arrêter, c'est un mail, quelques mots, quelques phrases, tellement peu importantes en dessous de ce que j'avais pu subir auparavant. Mais c'est vraiment ce phénomène de la goutte d'eau et qui se manifeste très différemment pour chacun. C'est pour ça que quand j'ai échangé beaucoup avec des médecins du travail pour essayer de comprendre, c'est très difficile de savoir à quel moment ça va se jouer parce que certaines personnes, elles vont toujours résister et puis d'autres, cette goutte d'eau, elle va être en trop en fait. Dans cette 10e étape, vous êtes envahi de culpabilité, mais d'une culpabilité, même supporter votre image, c'est juste odieux en fait. Voilà. Donc dormir, c'est devenu votre unique besoin et parfois vous pouvez développer des idées noires parce que vous avez juste envie d'arrêter de souffrir, c'est trop douloureux. Et voilà. Et donc ça, c'est les 10 étapes telles que moi j'ai pu les décrire et que je raconte à travers ce livre et à travers je dirais, le prisme
de ce passage entre le bureau, la maison et cette descente aux enfers, en fait. Voilà. Merci Kika pour ces 10 étapes, ton témoignage. Et je pense que c'est là où c'est particulièrement précieux, c'est que c'est comme un outil dont on peut se servir pour prendre la température et de voir où on se situe. Et avec la connaissance que chacun peut avoir de soi, voir où est-ce que ça déraille par rapport à quelque chose de normal. Parce que comme tu l'expliques très bien, dans ces moments-là, ce qui est dur, c'est qu'on n'a plus trop de repères. On pense que tout est de notre faute. Et donc, il n'y a plus cette espèce d'objectivité. Et je pense que des outils comme ça peuvent être vraiment précieux pour alerter, soit s'en rendre compte, soit l'entourage qui peut aider Oui, à alerter. je crois aussi, là, avec le recul, vraiment les signaux qui ont pour moi, sur lesquels j'aurais vraiment, vraiment dû m'arrêter, c'est le retour de 3 semaines de vacances, où dès la première semaine, on est aussi fatigué qu'avant d'être parti. Ça veut dire que même les vacances ne permettent plus se ressourcer. Quand on coupe avec toutes les activités qui nous font du bien également, ça c'est triste parce qu'on se coupe finalement de ce qui va recharger nos batteries en énergie. Et on l'a vu pendant le Covid beaucoup, l'interdiction du sport, l'interdiction des piscines, l'interdiction parfois des forêts, l'interdiction des liens familiaux. Il y a eu à travers ça aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu retrouver un équilibre. Voilà. Mais du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'est le burn-out, le bon client et cette partie en détail, effectivement, du processus et qui est la partie, je dirais, un peu sombre du sujet, de voir justement maintenant les 2 dernières parties, c'est-à-dire savoir en parler, vers qui se tourner, et puis ensuite les chemins de la renaissance, à travers aussi justement ton expérience et de voir comment on sort de cet engrenage. Alors, pour moi, l'effondrement de cet épuisement professionnel, enfin, c'est la maladie de la solitude, vraiment. On se sent tout seul et tristement, ce ne sont pas forcément les proches qui sont les plus à même de pouvoir répondre à cet isolement. Et donc, il existe de nombreux professionnels qui sont là vraiment pour traiter ces sujets-là. L'entreprise ou je dirais les collectivités, parce que voilà, je parle de l'entreprise, mais le monde du travail en fonction du secteur privé ou public met à disposition vraiment beaucoup de personnes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que alors que la souffrance au travail augmente, l'État a réduit la visite du médecin du travail et maintenant c'est tous les 5 ans. Donc ce que je disais, c'est très important de savoir que chacun a le droit de prendre rendez-vous avec son médecin du travail n'importe quand. C'est important de libérer la parole et c'est important d'oser en parler. Je crois qu'il ne faut pas tout attendre de l'entreprise, que chacun a un rôle à jouer, que ce soit aussi entre collègues bienveillants et de pouvoir aussi à un moment donné prévenir vraiment en parlant de ces différents signaux. C'est aussi aider peut-être à un moment donné un collègue que l'on va pouvoir trouver en difficulté. Alors, l'organisation du travail actuelle, elle nous individualise toujours et je pense que, voilà, portez attention vraiment à ce collègue qui est irascible, qui devient colérique, qui s'isole. Ça serait vraiment voilà, d'une importance inouïe pour moi. Ensuite, je dirais que vous avez différents réseaux existants parce que, évidemment, ça passe déjà par votre manager et la manière en fonction de l'accueil qu'il peut avoir
sur le sujet, les services RH en fonction des entreprises et de la taille des entreprises par la mise en place des préventeurs, des syndicalistes, des représentants du personnel, du CHSCT. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent déjà être existantes. Vous voyez, j'ai posé mon livre dans une conférence. J'ai été invitée par GRDF. Ils ont mis autour de la table l'écosystème de leur santé au travail. Il y avait un médecin du travail du groupe GRDF, le RH, les préventeurs, syndicalistes, un manager. Et on a vraiment abordé les questions. Et ce qui venait vraiment, c'était comment diffuser et communiquer un maximum à des managers pour savoir quoi faire quand un des salariés va pas bien. Il existe des choses, mais parfois, elles ne sont pas forcément toujours très connues. Certaines entreprises peuvent disposer d'un numéro vert vers des cellules de psychologues. C'est très important d'aller se renseigner sur ce qui peut exister. Le médecin du travail est un très bon exemple dans l'entreprise. Le CHSCT ou les représentants du personnel sont vraiment en mesure de pouvoir aider. Ensuite, pour ma part, j'ai eu affaire à l'inspection du travail. Donc moi, mon livre retrace vraiment ce combat que j'ai mené pour essayer vraiment de pouvoir rendre les choses assez justes. Pour ma part, tristement, je n'ai pas été soutenue par la partie syndicaliste CHSCT. Par contre, j'ai eu un médecin du travail remarquable, une inspection du travail remarquable. Et c'est par le biais du médecin du travail que j'ai pu être orientée vers un psychologue du travail. On ne connaît pas assez cette spécificité. Le trajet de quelqu'un qui tombe malade, c'est médecin traitant, arrêt, psychiatre, cachet. C'est terrible parce que le psychologue du travail vient vraiment mettre la notion du travail au centre. Et c'est ça qui est essentiel, en fait. Quand vous allez voir un psychiatre, en fonction de... J'ai vu des psychiatres qui ont repositionné le problème par rapport à moi-même, à mon histoire personnelle, etc. C'est extrêmement douloureux, en fait, au final. C'est à travers les services de pathologie professionnelle que j'ai vraiment découvert que c'était la notion du travail qui était au centre. Voilà. Et ça, je ne fais que vraiment vous inviter à aller voir. Et encore une fois, vous avez des listes de consultations et des listes de psychologues du travail que vous pouvez trouver sur le site Souffrance et Travail. Je vous le disais tout à l'heure, consulter un avocat pour avoir un meilleur discernement, savoir si, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Il y a aussi savoir en parler et vers qui se tourner. Il y a la place des proches, évidemment, mais aussi ne pas rester seul, savoir prendre le repos indispensable au corps, à notre mental et à notre esprit. Je pense que si soi-même, on ne sait pas juger parce que c'est terrible, on a beaucoup plus de tendresse envers les autres qu'envers soi-même. Ce que vous pourriez dire à votre meilleur ami, parfois, vous ne prenez pas le soin de vous le dire à vous. Et prendre conscience des enjeux et des risques encourus. C'est important de repenser à ce qui finalise notre existence, à ce qui importe le plus dans notre vie, en fait, pour remettre de l'ordre, en fait, un peu dans tout ça. Et je dirais que ce livre aussi, c'est savoir accueillir sa vulnérabilité. Voilà. Accepter que le corps se soit mis en sécurité. Moi, j'en ai longtemps voulu à mon corps de s'arrêter comme ça. Et finalement, il a joué le rôle d'un disjoncteur parce que je crois que mon mental m'aurait tuée. Et il me disait tout le temps, vas-y, retourne-y, vas-y, etc. Heureusement que mon corps s'est arrêté et un matin, cette impression qu'un poids lourd m'avait roulé dessus avec cette impossibilité. Lever une paupière était peut-être aussi difficile que de faire une ascension compliquée en montagne.
Voilà. Il est important de prendre du recul, de comprendre l'origine des dysfonctionnements. Et quand on est dedans, vraiment, on est généralement tellement surchargé que c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut aussi savoir accepter se faire aider, en fait. Voilà. Accepter l'idée qu'on peut avoir besoin d'une béquille. J'ai eu besoin d'antidépresseurs, j'ai eu besoin, mais parce que c'est un temps donné, comme une béquille. Vous vous cassez la jambe, et ben vous pouvez avoir besoin de béquilles un certain temps. Voilà. Effectivement, souvent dans ces moments-là, le temps à prendre pour trouver une solution semble une charge supplémentaire. Et vu qu'on a déjà une liste impossible à achever, là il y a de l'écho, on ne va pas du coup s'ajouter la charge de s'occuper de soi, quoi. Si je résume ce que tu disais. Et puis en attendant, on parle des femmes, mais alors les hommes. Si vous voulez, dans ma petite camionnette, là, quand je me suis promenée, j'ai fait un tour de France. J'ai fait une trentaine de dates à travers la France et j'ai rencontré presque 1 millier de personnes. À l'intérieur de mon petit combi Volkswagen, c'était censé être des dédicaces. C'est devenu très… Parloir. Oui, voilà. Professionnel. Mais c'est devenu un espace pour accueillir ça aussi, parce que les hommes n'ont pas d'espace pour pleurer. C'est compliqué aujourd'hui. Et parfois, un homme peut avoir le salaire le plus important dans le foyer. Et par conséquent, il va vouloir essayer de tenir le maximum parce qu'il y a un enjeu de sécurité financière. Moi-même aussi, je dirais, j'ai été prisonnière d'un très bon salaire. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si je m'arrête? Si je m'arrête, je ne vais plus pouvoir y retourner, en fait. Et comment je vais faire? Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Donc voilà, il existe beaucoup de soutien, beaucoup de choses. Il existe des forums sur Facebook. J'ai été inscrite à 2 groupes que je trouvais formidables. Il y en a un qui s'appelle le Burnout, parlons-en. Il y a beaucoup d'échanges au début en tant qu'observatrice simplement, des questions qui se posent, mais finalement on peut comprendre et voir et on a les mêmes questions. Qu'est-ce qui va se passer au bout de X mois d'arrêt? Comment est-ce que vont se passer les contrôles des médecins de la caisse primaire d'assurance maladie? Vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que globalement, comme vous n'avez pas un mal physique, vous arrêtez, c'est compliqué. Moi-même, par moment, j'avais juste envie de me casser quelque chose pour pouvoir avoir la légitimité de m'arrêter. Donc voilà, donc cette souffrance, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et donc il faut savoir vraiment accueillir ça et pouvoir partager et surtout ne pas rester seul. Voilà, moi c'est vraiment… et je dirais demander aussi à ses proches beaucoup d'empathie, parce que la première chose que j'ai dit à mon mari, il ne faut pas que tu essayes de comprendre parce que moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est compliqué pour les autres de comprendre si vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et je crois que voilà, c'est cette présence et cet amour qui m'a beaucoup aidée et qui est indispensable. Et voilà, et certaines personnes traversent ça avec beaucoup de solitude parce que j'échange beaucoup, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'envoient des messages et je peux vous assurer que voilà, je reconnais la chance inouïe que j'ai eue d'être accompagnée par ma famille en fait. Voilà. Dans cette partie de savoir en parler, il y a aussi ce que tu disais de sortir de la honte. En mettant des mots, on sort de la solitude et on sort aussi de la honte qu'on a à vivre ça. C'est compliqué. C'est compliqué. D'un coup, tout s'arrête.
et puis vous allez parfois trouver une issue. J'ai eu un moment pour digérer. Pour moi, c'est passé par une négociation, mais par aussi un licenciement pour inaptitude. Je dis aujourd'hui que je suis très confortable avec ça parce que j'étais parfaitement inapte à travailler avec des gens aussi maltraitants. Donc oui, j'étais inapte à travailler dans cette entreprise. Mais partir en étant licenciée pour inaptitude, c'est pas évident. Alors du coup, on avait une question de Stéphanie sur que dire, donc qui te remercie beaucoup pour ce que tu dis, la vulgarisation que tu fais sur la souffrance au travail, et qu'on a besoin d'entendre qu'avoir un, entre guillemets, bon travail n'est pas synonyme d'épanouissement automatique. Et sa question, c'est que dire des managers toxiques qui mettent en place de façon structurelle des objectifs inatteignables? Alors, moi, j'ai été vraiment directement victime de ce genre de choses. Ce qui m'a sauvée, c'est que je suis passée assez rapidement par des écrits. C'est-à-dire que pour moi, j'avais face à moi quelqu'un qui me disait des ordres et le lendemain un contre-ordre. Et dans ma tête, je finissais par douter moi-même de ce que j'avais pu entendre. Écrire des rapports d'étonnement. Profiter des entretiens annuels individuels pour poser des difficultés rencontrées, faire des emails qui alertent sur des situations qui ne sont pas OK. Tout ça, ce sont des éléments qui sont indispensables si un jour vraiment ça devient compliqué en fait. L'inspection du travail, quand je les ai rencontrés, parce que évidemment, ils sont là pour aider, mais il y a quelque chose qui est quand même compliqué à savoir et à savoir gérer. C'est-à-dire que quand vous mobilisez l'inspection du travail pour lui donner vraiment l'envergure de pouvoir aller fouiller sur l'ensemble des périmètres, il faut qu'elle ait reçu une lettre de mission. La lettre de mission ne peut être faite que si vous écrivez à l'inspection du travail, copie votre manager. Alors, forcément, comment dire, quand je l'ai fait, c'est que je savais que c'était une voie de non-retour. Parce qu'à un moment donné, ces éléments-là ne permettent pas de résoudre la problématique sans dommages collatéraux, en fait. Voilà. Donc, ça a été utile à un moment donné parce que c'est venu remettre des choses en place pour mes collègues qui sont restés. Donc, moi, je suis partie, je savais que je partais. La mission de l'inspection du travail est allée remettre de l'ordre sur l'ensemble des dysfonctionnements sur lesquels je l'ai missionné. Néanmoins, il faut bien constater tout ça. Voilà. Donc, c'est important parce que quand vous êtes dans un état que vous n'êtes pas bien, généralement, vous avez aussi d'autres problématiques qui peuvent se rajouter. Pour ma part, j'ai eu une problématique de non prise en charge par la prévoyance de mon maintien de salaire. C'est-à-dire que quand vous êtes en arrêt maladie, la convention collective vous maintient votre salaire un certain nombre de mois, puis la prévoyance prend le relais. Mon employeur, qui était plutôt d'une politique marche ou crève, n'avait pris que le minimum de prévoyance, c'est-à-dire la prévoyance décès. Alors, évidemment, là, si j'étais décédée, la prévoyance aurait pris le relais. Mais par contre, en incapacité de travail, je n'étais pas couverte. Donc, je me suis retrouvée, au bout de 3 mois, en arrêt et sans ressources compliquées. Voilà. Donc, c'est extrêmement de savoir. Et quand on rentre dans une entreprise, moi, mon premier réflexe, suite à un entretien d'embauche, c'est pas d'aller vérifier c'est quoi mon contrat de prévoyance et c'est quoi qui est écrit à l'intérieur. Mais je peux vous assurer que si ça me revenait de retravailler dans le monde de l'entreprise, j'y prêterais quand même attention. Donc voilà. Donc aujourd'hui,
il est important d'écouter son corps parce que les signaux du corps, j'échangeais avec ma dentiste il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, elle m'expliquait un nombre croissant phénoménal de consultations pour bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on serre et qu'on grince les dents la nuit. Ça veut dire que, imaginez quand même le sens, serrer les dents. Mais alors, vous ne le faites même pas de manière consciente, vous le faites la nuit. Donc, ça veut dire que c'est complètement inconscient. Là, vous êtes arrivé à un niveau de stress chronique extrêmement élevé. Et je ne sais pas pourquoi, dans ce système-là, tous les maux du corps, on va les appliquer à autre chose. Oh, ben, c'est parce qu'il se passe ça ou il se passe ci. Oui. Donc, moi, si je peux alerter aujourd'hui, vraiment, c'est retournons à notre corps. Nos ressentis ne nous trompent jamais. Et ça, c'est quelque chose qui paraît évident, mais je peux vous assurer que c'est pas remis toujours d'actualité. Un très beau message, effectivement, de remettre le corps, et tu l'as dit tout à l'heure dans une très belle phrase en disant accepter que le corps se soit mis en sécurité. Et c'est effectivement de dire qu'il y a une intelligence et une sagesse du corps que nos esprits compliqués n'ont plus, et donc c'est très fort. Donc, dernier élément dont on voulait parler, c'était les chemins de la Renaissance, et particulièrement le tien. Comment tu es arrivé à être tel que tu es maintenant, dans son épanouissement, l'apprentissage, tout ce que tu as eu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce chemin? Tout à fait. Alors, pour ma part, l'histoire de Je ne te pensais pas si fragile, ça démarre à la clinique. Et j'ai séjourné 2 mois à la clinique. L'écriture, il faut le dire, c'était une demande et une prescription médicale. C'est un psychiatre qui m'a demandé d'écrire. Au départ, je me demandais pourquoi. Je jamais écrit de ma vie et je me demandais ce qu'il voulait derrière ce message d'écriture. Peut-être voulait-il découvrir quelque chose. Et puis, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est aller connecter la dernière petite lumière qui était allumée à l'intérieur alors que toute la façade était éteinte. L'écriture fait partie intégrante de ma vie dorénavant, et c'est d'ailleurs pour ça que je souhaite pouvoir aider à transmettre cette écriture thérapeutique. Donc, cette reconstruction, pour moi, ça m'a demandé vraiment un travail en profondeur. Évidemment, j'ai accepté le fait que j'allais pas y arriver toute seule. Donc, j'ai fait une psychanalyse de plusieurs années. J'ai consulté des spécialistes sur la question et la notion du travail et du geste travail. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'offrir, à la fois m'offrir du temps et m'offrir aussi ce chemin de reconstruction, parce que l'accès aux soins n'est pas ouvert à tous aujourd'hui, parce qu'évidemment, un psychologue, ce n'est pas remboursé. Et au-delà du psychologue, la définition de l'OMS du burn-out dit qu'il s'agit d'un effondrement émotionnel, psychique, physique. Aujourd'hui, le parcours dont je vous parlais, médecin traitant, arrêt, psychiatre cachet, ça équivaut à mettre un pansement sur le psychisme. Il n'y a rien pour l'émotionnel, il n'y a rien pour le corps physique. La reconstruction, pour moi, ça a été vraiment une approche holistique. J'ai été jusqu'en Inde découvrir l'Ayurveda, découvrir le massage pour retourner à mon corps. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Inde, hein, il y a aussi de l'Ayurveda en France, mais j'ai eu besoin d'aller me reconstruire, m'échapper et me mettre vraiment dans cette bulle. La lecture, l'écriture, cette quête intérieure, en fait, ça a permis de me reconnecter à mes sens. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure de savoir écouter son corps, mais ça reste vraiment rester proche vraiment
de ses sens. La vie m'a offert, et c'est marrant parce que je crois qu'il n'y a pas de curieux hasard, un chien peu avant que je tombe. Et ce chien m'a obligée à aller en forêt pour aller le promener. Et je dois vous avouer que cette reconnexion à la nature, j'en avais extrêmement besoin en fait. Et même si c'était une obligation au début que je trouvais contraignante, mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a sauvée. Donc, renouer avec son être intime, accepter ses vulnérabilités. J'ai été la première séance chez mon psychologue. J'ai dû lui exprimer que je pensais ne pas avoir de limites, mais qu'il semblerait que je les ai dépassées, qu'il fallait que j'ai besoin de quelqu'un. Et il m'a répondu avec beaucoup de douceur, « Bienvenue chez les humains ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je garde à vie, cette fragilité, finalement, c'est mon humanité et c'est peut-être justement, c'est ma force aujourd'hui, de m'accepter comme je suis. Donc, accepter l'alliance thérapeutique si les cachets sont nécessaires, les accepter comme une béquille en sachant qu'on pourra s'en alléger, accepter de se faire aider. Je vous le disais, pour moi, c'est passé par l'hospitalisation et ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas, voilà. Mais je pense que le burn-out, c'est vraiment la panne d'essence, mais la panne des plus loin sens. Voilà. Retrouver l'accès à nos sens. Et je pense qu'il y a autant de chemins de sensibilité qu'il y a de profils. Donc, ralentir, c'est la première chose. Aujourd'hui, ma relation au temps n'est plus la même. Auparavant, le temps était le trésor le plus précieux que je pouvais avoir, c'est-à-dire que pour moi, c'était gagner du temps, gagner sa vie en premier, puis gagner du temps pour gagner sa vie, enfin voilà. Donc, j'ai failli perdre ma vie à avoir voulu la gagner. Le retour au corps, ça peut être penser à finalement aller chez le coiffeur, aller prendre un bain moussant, ressentir la chaleur du soleil, s'allonger, marcher pieds nus dans la rosée du matin d'un gazon. Voilà, je crois qu'il faut installer et se préoccuper de notre respiration. Un peu comme si on avait été happé dans une vie où on vivait en apnée et que là, on s'autorisait à respirer. De cette manière, je dirais que ralentir, c'est une invitation à lâcher prise, ce mot qu'on entend et qu'on voit sur beaucoup de magazines très à la mode. Voilà, pour moi, faire un break, se poser, mais se poser, P-A-U-S-E-R, ça veut dire passer de la to-do list à la to-do, D-O-U-X, list. Lister tout ce qui nous ressource, tout ce qui nous fait du bien. Prendre soin de soi vraiment et essayer de se faire aider un maximum. Moi, j'avais des filles qui étaient très jeunes. Mes parents m'ont beaucoup aidé à les prendre pendant les vacances, pendant les périodes pour que je puisse avoir des périodes pour arriver à m'occuper de moi. Autour de nous, des voisins remarquables. Il y a aussi des très belles choses et des très belles énergies parce qu'on voit une certaine solidarité qui est vraiment chouette. Et du coup, on a justement, je t'interromps parce qu'on a justement une question sur le sujet. oui. C'est comment avez-vous pu préserver vos enfants de cette traversée du désert? Est-ce que tu en parles? Oui. Alors, le choix qu'on en a fait avec mon mari, c'est de dire aux enfants ce qui se passait. Pourquoi? Parce que la vie les épargnera pas des épreuves. Et ce qui était important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc, elles ont vu cette descente, elles ont été là, elles ont été
pour moi, vraiment d'un secours ultime. Je raconte beaucoup d'anecdotes dans le livre parce que chacun s'exprime, si vous voulez, chaque enfant s'exprime avec son niveau de compréhension, mais moi, je leur ai expliqué et répété maintes fois que elles n'y étaient pour absolument rien. Voilà, elles ne sont pas responsables parce que les enfants ont tendance à imaginer qu'ils puissent avoir une responsabilité dans ce qui se joue. J'ai beaucoup échangé avec mon psychologue sur le sujet pour pouvoir accompagner les enfants et veiller à ce que, voilà, à travers les maîtresses à l'école, de savoir comment ça se passait. Et finalement, elles ont été pleines de ressources pour imaginer des choses pour m'aider au retour à la maison. Au retour à la maison, j'ai découvert un matin un carnet de petits bons écrits en me disant, voilà, pour t'aider à le retour à la maison, si c'est difficile, on t'a fabriqué des petits coupons. Bon pour te faire couler un bain, bon pour arrêter une dispute, bon pour mettre la table, vider le lave-vaisselle. J'ai trouvé ça adorable et je pense que les enfants ont une imagination tellement incroyable pour pouvoir surmonter ce genre de choses à partir du moment où on est authentique et vrai et qu'on leur dit ce qui se passe en fait. Voilà. Donc, elles ont compris, elles ont gagné énormément en maturité par contre. Voilà, ça c'est indéniable, indéniable. Voilà. Et aujourd'hui, sur comment elles le vivent, si on prend l'exemple précis de ta conférence, est-ce qu'elles sont contentes, indifférentes? Ça les saoule de savoir que tu parles encore de ça? Non. Dire ou pas? L'exemple assez récent, quand le livre est sorti, ma fille aînée qui a 15 ans a vu le livre posé sur la table de la salle à manger. Elle a été très émue, elle a pleuré. Et elle m'a dit, maman, il y a un quart d'heure de lecture au collège. Est-ce que tu me permettrais de prendre ce premier exemplaire parce que j'ai envie d'être la première lectrice de ton livre? Elle est arrivée au collège et le professeur le voyait avec un livre qu'il ne connaissait pas trop. Et donc, il lui dit, c'est le livre de ma maman, etc. Il lui a demandé s'il pouvait le lire pendant les vacances. C'était à l'époque à la Toussaint dernière. Et quand il est revenu, il a dit, Diane, est-ce que tu as envie de faire un exposé? Parce qu'en troisième, on parle de l'autobiographie et là, la fiction, non-fiction, etc. Et elle a fait un exposé où finalement, ça a duré 1 heure, où elle a parlé élargi au harcèlement, à l'école aussi, possible, et où elle a témoigné sur son vécu, en fait. Et le professeur était bouleversé, m'a fait un mot et il m'a dit je crois que les élèves ont mieux compris l'autobiographie à travers votre fille qu'à travers moi. Voilà. Waouh. Donc, c'est très beau. Je pense que les enfants, ils ont une capacité de résilience à partir du moment où on pose les vrais mots. Si on ne laisse pas les mots, à ce moment-là, peut se créer des angoisses où ils peuvent peut-être faire interpréter quelque chose qui ne soit pas… et ils comprennent tout. Ce sont des éponges. Ma fille faisait des cauchemars peu avant que je tombe. Les nuits, elle ne dormait pas, elle venait dans notre lit. Je pense qu'elle ressentait ce malaise profond. Donc, je pense qu'il ne faut pas ignorer ça. Voilà, donc c'est important. Et les enfants, aujourd'hui, ils sont ravis. Ils m'ont accompagnée pendant mon road trip. Ils distribuaient des flyers. Et elles sont super fières et contentes et voilà, c'est chouette. C'est magnifique parce que c'est forcément une aventure familiale dans la partie douloureuse. Et en fait, ce que je découvre quand tu en parles, c'est que c'est une aventure familiale aussi dans la joie et dans la rémission. Et du coup, c'est très, très beau. On a partagé des moments difficiles, alors c'est chouette de pouvoir partager les beaux moments ensemble. Voilà. Donc, après, par rapport à la reconstruction, ce que je pourrais dire, c'est qu'il existe énormément de disciplines, de l'art-thérapie, de l'hypnose, de la sophrologie, la sonothérapie. J'ai découvert ça, la musicothérapie. Pour moi, ça a été vraiment une découverte. Mais
chacun va avoir une sensibilité différente en fonction de qui il est. Un outil, par exemple, qui m'a été très utile pour les périodes de stress, qui est gratuit et qui se télécharge sur n'importe quel téléphone ou Android, c'est une application qui s'appelle Respire Relax et qui est la cohérence cardiaque. Il s'agit de suivre une petite boule qui monte et qui descend et de caler sa respiration au rythme de la boule. Faire ça 3-4 fois. On trouve des tutos qui expliquent que même les chasseurs alpins militaires utilisent ça pour la réduction et la gestion du stress. C'est remarquable en cas de crise d'angoisse, par exemple. Après, pour moi, l'écriture, ça a été un formidable moyen de reconnexion. Et je dirais, comment on sait qu'on est guéri? Moi, je dirais que j'ai su que j'étais guérie quand j'ai senti que j'étais réconciliée entre ce que j'avais envie de vivre et ce que je vivais. Voilà. Une sorte d'alignement, en fait. Voilà. J'ai choisi de ralentir. J'ai trouvé une vitesse qui est plus juste pour moi. Et je respire à nouveau. Et j'avoue que c'est vraiment plus confortable. Voilà. Donc, pour terminer, si je peux dire un peu qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. Alors ça, c'était pour la conclusion. J'ai une petite question avant, Ouais. si tu peux. C'est quelqu'un qui nous demande le temps, en fait, que ça t'a pris, justement, puisque tu parles d'identifier le moment où tu es guéri, de faire ce travail. En fait, combien de temps vous a-t-il fallu pour être en capacité de gérer de nouveau votre vie? Donc, ce n'est pas que la guérison. C'est d'abord gérer ta vie et après la guérison. Je dirais que j'ai eu 3 mois extrêmement compliqués où sortir de mon lit était vraiment très compliqué. Après, reprendre un rythme, les enfants, ça peut aider aussi à un moment donné, même si c'est très fatigant, donc c'est très culpabilisant de se sentir fatigué par ses propres enfants. Donc, il faut savoir se faire aider aussi, là aussi, en se disant, voilà, peut-être que je ne vais pas pouvoir faire toutes les sorties d'école, il me faut quelqu'un, je vais le faire 2 fois par semaine ou des choses comme ça. Il faut aussi être extrêmement tolérant et accueillant et bienveillant envers soi parce qu'on peut aller mieux un jour et puis le lendemain, pas bien. Et finalement, accepter de se dire que un jour, on a fait plusieurs choses et le lendemain, on va rester dans son lit et c'est OK en fait. Voilà. Donc, pour moi, ça a pris pas mal de temps parce que j'ai fait un très gros travail d'introspection, d'essayer d'aller comprendre les croyances qui m'avaient éventuellement amené à ça. Je dirais que j'ai pris une grosse année pour avoir suffisamment d'énergie. Après, ce qui m'a aidé, c'est le combat que j'ai gagné avec mon employeur. J'ai regagné ma dignité à travers ce combat-là. J'ai dû à un moment donné, ce que je raconte dans le livre, retourner dans l'entreprise, faire face à mon manager. Et ça m'a permis de sortir la tête haute. Et je crois que ça, c'était quelque chose dont j'avais moi-même besoin. Mes besoins ne sont pas les besoins de tout le monde. C'est-à-dire que pour certains, savoir sortir juste avant. Et je reçois des très beaux messages de lecteurs qui me disent « J'ai pris conscience à travers votre livre de m'échapper avant de vivre l'enfer. Je vous remercie. » C'est les plus beaux messages pour moi parce que c'est quelque part comprendre que voilà, ce qui est bien pour l'un ou pour l'autre, c'est voilà, c'est comment on se sort de ça et c'est quoi notre besoin essentiel. Voilà. Du coup, ce que je veux dire, il y a beaucoup de… Alors, il y a eu des remarques sur le juridique aussi. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Comme il est quasiment 21h, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la conclusion. Oui. Donc, à ceux qui doivent partir, on tient le timing. Et ceux qui peuvent rester, Kika, si tu es OK, on Oui. continue avec quelques questions. D'accord, pas de souci. Donc, du coup, qu'as-tu appris de cela? Voilà. Oui, alors moi j'ai fait quoi? J'ai noté à peu près 10 points de ce que j'ai appris, s'il y avait 10 choses à transmettre, mais qui me correspondent voilà,
pour moi, mais voilà, de ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire qu'aujourd'hui, vraiment, on est vraiment dans ce monde qui est toujours en pleine accélération, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le livreur de pizza arrive plus vite que le SAMU. Vous avez un film qui se télécharge en quelques secondes. Et dans cette course, dans cette accélération, oser être soi, respecter nos besoins, prendre du temps pour soi, c'est essentiel parce que je peux vous assurer qu'à la vitesse d'un TGV, soit à 574 km/h, la collision, elle est extrêmement brutale en fait. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai failli perdre ma vie à avoir voulu la gagner. Et aujourd'hui, je constate que je peux vivre avec moins. Et c'est chouette aussi. Être épuisé, c'est pas une qualité. Ça, c'est la troisième chose que j'ai retenue. Celle-là, je l'adore. Voilà. Alors, nos émotions, ce sont nos alliés. Elles nous livrent un message. Et si on ne sait pas se préserver et baisser ses critères d'engagement, si on ne sait pas écouter son propre rythme, alors la vie, elle le fait pour vous, en fait. Voilà. Donc, c'est une alerte. La quatrième chose que je pourrais dire, c'est que sacrifier sa santé physique et mentale ne devrait jamais être demandé comme preuve d'engagement dans son travail. Oser penser que se sacrifier pour son entreprise, c'est sacrifier son entreprise. Voilà. Donc, finalement, un autre regard sur notre relation au travail. La cinquième chose pour moi, qui a été importante, c'est d'accepter ma vulnérabilité pour accueillir mon humanité. C'est pas être faible, hein. On a une injonction à être fort aujourd'hui. On a une injonction à être fort et finalement, si vous regardez bien, quand une entreprise est dans une situation de vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle va développer? Beaucoup d'audace pour essayer de gagner un marché concurrentiel. Elle va se réinventer, ça va être source de beaucoup de choses et de qualité. Et donc, je crois qu'il faut remettre à sa place la vulnérabilité. Ensuite, je dirais 6, connaître ses limites et poser ses limites. C'est indispensable. 7, se faire aider peut vous sauver la vie. Il ne faut pas avoir peur de faire ce qui est nécessaire pour aller mieux, en fait. Voilà. Donc, faites-vous aider. Faites-vous aider. Et la 8e chose que j'ai appris, c'est réussir sa vie et réussir dans la vie. Ce sont 2 choses distinctes et que ma valeur personnelle n'est pas indexée au niveau de ma réussite, ni évaluée par le regard des autres. J'ai beaucoup gagné par rapport au regard des autres parce qu'évidemment, quand vous passez en clinique psychiatrique, le regard des autres, il est tellement douloureux sur vous que vous arrivez à vous en détacher et c'est ce que ça m'a permis. Donc, si les gens ne comprennent pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Personne n'a à se justifier sur son ressenti ou sur son mal-être. Votre ressenti, il est juste. Et personne n'a le droit de venir dire quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Après, le numéro 9, je dirais qu'aller mieux demande du temps. Ça demande de la patience et ça demande de l'implication. Prenez soin de vous. Réveillez vos sens à l'agréable. Personne n'a à se justifier et s'allonger au soleil, retrouver un endroit que l'on affectionne, écouter de la musique, s'asseoir au pied d'un arbre ou pourquoi pas faire un câlin à des arbres. C'est une mode aujourd'hui, mais qui, je peux vous dire, est pleine d'énergie. Aller rire au cinéma ou à un spectacle. Au début, quand j'allais pas bien, j'avais acheté des DVD d'humoristes pour essayer de me forcer à rire parce que j'avais vraiment besoin de rire. Il est indispensable de se faire chouchouter par son entourage, de confier ses enfants, de se libérer de contraintes. Voilà. Et la dernière chose, je dirais, il faut rester vigilant parce que si je ne m'écoute pas, personne ne va le faire à votre place parce que le corps nous parle
et il s'agit à nouveau de ressentir. Voilà. Alors, j'en reviens au sens parce que on voit partout, c'est très à la mode, la quête de sens. Est-ce que la quête de sens, est-ce que c'est la nouvelle ruée vers l'or, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un miracle un peu contre ce fléau? Moi, j'ai envie de dire, la quête de sens, c'est peut-être aller explorer la quête des sens. Voilà. Et retourner à votre corps, c'est vraiment cette démarche holistique. Et aujourd'hui, dans le projet qui m'anime, qui, au-delà de l'aventure littéraire, est une aventure humaine, je vais fonder avec 2 amis une association qui va s'appeler Chemin de Renaissance, dont le but est de faire de chaque chemin de résilience un chemin de renaissance, par de lever des fonds pour pouvoir offrir des parcours d'aide holistique à tous ces blessés des parcours professionnels. Et voilà, et donc c'est fait pour prévenir, guérir et rebondir, qui seront les 3 grands piliers pour voilà, se diriger sur une action pour la dignité de l'homme au travail. Et c'est ce qui m'anime comme une mission de vie un peu aujourd'hui, de poursuivre cette aventure littéraire par cette aventure humaine, parce que j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Voilà. Merci Kika, merci beaucoup. C'est très fort, très émouvant, très riche. Tu verras dans le chat, il y a énormément de messages de remerciements, à la fois pour la profondeur de ton témoignage, pour ton courage, pour tout ce que tu as dit. Je ne dirais pas forcément beaucoup plus parce que ta conclusion est très belle. Je propose plutôt à ceux qui doivent y aller d'y aller, puisqu'on a essayé de respecter le timing, il est 21h07, et il y a pas mal de questions. Donc, si ça vous va, les personnes qui avaient envie, soit vous remettez dans le chat maintenant, soit vous prenez la parole pour que voilà, les questions qui restent en suspens puissent être posées, puisque Kika reste un peu avec nous. Et merci à toi vraiment de la part de tout le monde. C'est un très beau cadeau que tu nous fais. Et je pense que l'association que tu vas monter, je dirais, c'est le prolongement du travail que tu as déjà fait avec le livre, avec le tour dans ton combi Volkswagen. Et c'est beau et c'est porteur de plein de fruits. Merci. Alors, voilà, Adélaïde qui repose sa question. Donc, est-ce que vous avez des conseils sur comment communiquer autour de soi pour retrouver un emploi? Par exemple, si en entretien, on demande comment s'est terminé votre emploi précédent et elle valide la pratique de Respire Relax. Parfait. Donc, très important, effectivement, comme question. Sur comment on peut communiquer après des éléments comme ça pour retrouver un emploi et comment on en parle aussi en entretien. Moi, j'aurais tendance à dire, on communique peut-être de la manière dont on est aussi en capacité de pouvoir communiquer sur le sujet. C'est-à-dire que pour ma part, aujourd'hui, je peux reparler de cette période, je peux complètement le dire sans pleurer, en fait, sans être fragilisée. Et je crois que ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Et donc, je pourrais parler qu'il y a eu à un moment donné cette sortie de route, cette reconstruction, et avec une envie d'aller dans quelque chose qui fait sens et de prioriser ça, et que je postule donc pour un nouveau travail qui va répondre à ça. Tout le monde n'est pas dans cette capacité-là. Après, on peut très bien dire que je pense que dans le travail précédent, justement, on avait perdu le sens des choses et que on a mis fin et on s'est séparés de la manière voilà, la plus juste, etc. Je pense que c'est une relation personnelle avec son propre ressenti de la situation au travail qui va vous permettre de trouver vraiment la bonne réponse et la bonne approche, en fait. Voilà. J'ai pas trop de conseils par rapport à ça. C'est vraiment un ressenti individuel, je pense. Alors, ce que nous dit Karine aussi,
c'est que visiblement, cette question est interdite. Donc, son conseil, c'est de botter en touche en rebondissant sur comment vous percevez le début de votre poste dans cette nouvelle boîte. Effectivement, parler à la fois du présent, de l'avenir et pas s'apesantir sur une Tout à question fait, que vous ne savez pas. c'est formellement interdit, tout comme demander les références du précédent employeur. C'est formellement interdit. Mais c'est marrant, c'est qu'on ne le sait pas en fait, parce que il y en a qui Mais non, parce que tout ça, demandent des ça s'attaque références toujours à la même pour même des chose, stages, ils vous la demandent d'appeler. légitimité. Et en fait, on vous interroge sur votre légitimité exogène. Déjà, hop, on commence à planter la graine. Mais pourquoi on vous prendrait finalement? Non, mais ce qui est dingue, c'est que moi, en tant qu'employeur, j'ai été appelée. On me demandait mon avis, mais je ne savais pas que c'était interdit. En l'occurrence, c'était excellent, donc ça ne m'a pas gênée, mais on n'est même pas au courant en fait que c'est interdit. C'est ça qui est étonnant. Je crois que, comment dire, il faut pouvoir aujourd'hui être suffisamment, avoir pris le temps de se reconstruire suffisamment, parce que n'utilisez plus et que je retire les autres. Pardon, j'ai pas entendu la question. Non, c'était une erreur de micro. Vas-y. Oui. Moi, j'avais quelque chose à dire, si c'est possible. Bien sûr, allez-y. Pour quelqu'un qui a fait exactement tout ce que vous décrivez sur le burn-out, mais qui était une mère de famille chez elle. Tout à fait. Ça peut arriver parce que bien sûr, comme elle ne travaille pas, elle fait des tas de choses en dehors, elle en fait tellement que c'est devenu un burn-out. Mais bien sûr, le burn-out parental, de la même manière, comme le burn-out aussi. Exactement. En fait, c'est une question vraiment de charge mentale. Moi-même, je me suis aperçue à un moment donné, le réflexe que j'ai eu pour essayer d'expliquer à mon entourage ce que c'était que la charge mentale. J'ai pris un énorme tableau Velleda et j'avais écrit à l'époque au centre, comme pour faire une carte mentale, j'avais écrit dans la tête de maman et j'avais fait passer tous les postes, s'occuper des vacances, le rendez-vous chez le médecin, les conduites au sport, le cadeau d'anniversaire qui va venir. Et j'avais rempli et noirci un tableau pour que dans mon foyer, l'ensemble des participants puissent se rendre compte qu'à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui faisais prendre le stylo en lui disant tu vois, il n'y a plus beaucoup de place dans ma tête. Je ne sais pas où tu vas le mettre sur le tableau si tu me demandes quelque chose en plus, ou alors sinon tu peux effacer quelque chose et prendre en charge quelque chose toi. Voilà. Cette charge mentale chez la mère de famille est vraiment de la même fonctionnement en fait. C'est un épuisement qui va venir jouer avec une culpabilité terrible parce que évidemment on veut toujours bien faire aussi pour ses enfants et c'est une maladie du don, hein, donc finalement c'est quelque chose qui est tristement aussi possible. Ouais. Et comme on culpabilise de ne pas travailler, on prend des tas d'engagements à l'extérieur qui en rajoutent, comme si on avait un travail. Ça peut être le cas. Certaines personnes peuvent effectivement avoir beaucoup d'engagement, mais en même temps apprécier et être épanoui aussi à travers ces différents engagements. Mais c'est quand tout d'un coup, voilà, ça devient… On en fait trop, quand on en fait trop. Voilà. Je pense que dans le sujet familial, la difficulté supplémentaire, ou en tout cas qui est différente, c'est comme il n'y a pas de salaire, en plus, on a plus de mal peut-être à se rendre compte de tout ce qu'on fait parce que ce n'est pas en face rémunéré par une fiche de paye. Donc, c'est encore plus dur parce que c'est… Et puis, parfois, c'est pas… Il y en a qui sont très reconnaissants de ce qu'ils ont fait, côté famille, enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a aussi peut-être une moindre conscience de tous les efforts qui sont faits. Ce que j'ai lu un texte là, effectivement, la position de aidant peut aussi amener une charge mentale, une fatigue, etc. complémentaire. C'est ce que je disais au départ, en fait, l'épuisement ou bien la question sur notre essentiel, elle peut aussi se rejouer par rapport à un deuil. Je demandais justement à certaines relations qui sont RH, ils ont
ils ont des statistiques, par exemple. Si vous demandez à un RH combien de jours d'arrêt maladie ou d'arrêt pour congé maternité il y a dans l'entreprise, c'est préparamétré en fait. Ils vont appuyer sur un bouton, ils vont voir combien ils ont de congés mat, etc. Si vous posez la question à un RH, il y a eu combien de journées deuil dans l'entreprise, c'est pas paramétré. Par contre, imaginez-vous que si vous perdez un parent ou votre conjoint, votre convention collective va vous offrir 3 jours, une semaine, mais quand vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. Et quel est cet accueil à ça aussi qui peut remettre votre essentiel en cause? Donc, c'est pour ça, au niveau de l'association que je souhaite faire, c'est vraiment élargir aux blessés des parcours professionnels par un accident, une épreuve, un deuil, la position d'aidant et évidemment le burn-out ou toutes sortes de choses. Et pourquoi pas le burn-out parental aussi. Enfin, je veux dire, c'est un sujet de santé mentale. Voilà. Il y avait une question d'Hélène pour savoir si ça avait été reconnu comme maladie professionnelle. Alors, je n'ai pas fait moi-même la démarche et je pourrais le faire. Je pourrais le faire a posteriori dans les groupes dont je vous parlais là sur Facebook d'échanges. Il y a de plus en plus de personnes qui l'obtiennent. Et voilà, moi, j'ai pas fait ce choix-là. Mais je sais que ça peut, et en tout cas, la 4e de couverture a été signée par le docteur Sandré, qui est le responsable de la consultation de Créteil en pathologie pro, et il me l'avait proposé. Voilà, moi j'avais envie de rebondir et je n'avais pas, voilà, j'ai pas fait cette démarche-là, mais je pense que c'est complètement compatible aujourd'hui. Il y a beaucoup de dossiers qui arrivent à sortir. Je reviens juste sur interdiction de demander comment s'est passé le précédent emploi, etc. Adélaïde, qui vient de nous quitter, nous précise qu'au Québec, il n'y a pas cette interdiction. Donc, ça dépend aussi, on est protégé différemment d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Moi, j'aurais une dernière question, si vous m'entendez, Axel, oui, Promo 92, merci pour tout. J'ai une question par rapport à la notion d'accident du travail. Mon mari est dans cette situation et son médecin du travail a évoqué dans un entretien que ce qu'il subissait relevait d'un accident de travail, mais comment rien n'en a suivi en fait venant de l'employeur. Comment on pourrait soit avoir accès au dossier médical ou faire en sorte que ce soit reconnu comme accident du travail en fait. Comment l'employeur peut ou doit ouvrir ce dossier? Je laisserai peut-être des gens. Moi, je vais vous répondre ce que j'ai eu comme échange là dans une tournée à Carnac. Je suis tombée avec une inspectrice du travail et qui m'a dit qu'on pouvait soi-même déclarer sur le site un accident du travail. L'employeur a l'impératif de répondre par oui ou par non. À partir du moment où il répond, s'il répond oui, ben, le problème il est réglé. S'il répond non, là, il se met tout de suite en défaut et vous avez déjà une preuve qu'il s'est mis en défaut en refusant la chose. Donc, vous partez déjà d'un certain élément. Ensuite, pardon, sur quel site? Excusez-moi, j'ai pas. Sur quel type de site? Ça doit être la déclaration d'arrêt. Ça doit être la CPAM. Faudrait que je me renseigne. Au moment où vous déclarez votre arrêt de travail, on vous demande si votre arrêt de travail est d'origine. D'accord. Ok. Oui. Voilà. Et donc, il y a un moment donné quelque chose à cocher. Peut-être que votre médecin traitant peut vous aider à savoir ça. Ou bien le médecin du travail peut vous aider. Après, là où je dois alerter, moi, dans mon processus de combat, j'ai eu un médecin du travail qui a été remarquable. Néanmoins, quand à un moment donné, si vous allez un peu plus loin dans un combat juridique,
que ce soit votre médecin traitant, que ce soit les psychologues qui vous accompagnent ou le médecin du travail, ils n'ont pas l'autorisation par l'ordre des médecins de vous faire des attestations pour le tribunal. C'est-à-dire que je suis allée au prud'homme et pensant avoir consulté suffisamment à l'avance et décrit les problématiques, je pensais avoir le soutien d'une attestation de mon médecin du travail. Il m'a fait simplement une attestation qu'il semble que l'État soit dû à… Voilà. Alors, quand il a dit « il semble », j'ai trouvé ça d'une trahison terrible. Néanmoins, c'est parce que aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, un employeur pourrait faire un procès au médecin du travail en diffamation, puisqu'il n'a écouté que vos propres propos. Et voilà, l'astuce consiste à demander au médecin du travail votre dossier médical. Et à ce moment-là, quand c'est vous qui le produisez, ce n'est plus lui qui rompt le secret médical, mais c'est vous. Voilà. Mais c'est une limite c'est très bizarre. On joue avec les choses pour pouvoir dire les choses. Donc, récupérer son dossier médical, c'est demander et faire une demande écrite auprès du médecin du travail. Ça peut passer peut-être par votre médecin traitant qui dit, écoutez, moi, je voudrais avoir le dossier voilà. Et normalement, le médecin du travail enregistre chaque visite, enregistre un certain nombre de choses qui ont été dites et ça vous donne accès en fait à ça. Voilà. Le médecin du travail, sinon, sans demande écrite, va pas vous transmettre votre dossier médical. D'accord, merci beaucoup. Et il se doit de le faire, il est obligé de répondre. Alors, s'il ne le faisait pas, là, c'est compliqué parce que si vous pouvez le demander vous ou le faire demander par le médecin traitant, pouvoir dire que vous allez dans des consultations en pathologie pro, vous pouvez avoir besoin de votre dossier. Donc, il faudrait qu'il illustre pour moi son besoin. Après, l'inspection du travail peut vous amener en consultation. Donc, normalement, sur place, sur le tableau du personnel, donc il faut demander à un collègue si vous êtes déjà hors de l'entreprise, il y a les correspondances, c'est qui le médecin du travail, c'est qui l'inspecteur du travail, etc. Pouvoir le contacter ou prendre un rendez-vous et lui poser des questions très spécifiques sur le processus d'approche par rapport, voilà. Ça, c'est important. L'inspecteur du travail peut répondre à ce genre de choses par rapport à cette typologie et peut vous inviter à soit le missionner ou pas, mais en tout cas à le mettre dans la boucle et à l'alerter de la démarche et de ce que vous faites. Ouais. Il y a une intervention d'Hélène dans le chat qui dit « Si le médecin du travail ne répond pas, il faut s'adresser au médecin contrôleur départemental. » Et si tu remontes dans le chat vers 9h, il y a tout un échange sur ce sujet. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Voilà, sur la différence entre… Enfin, visiblement, ce n'est pas la différence, mais que Karine, qui a parlé au début des interventions, disait que l'accident du travail était, entre guillemets, une meilleure voie, un petit peu plus facile que la reconnaissance de maladie pro. Et puis, il y a Bérangère qui précisait que ce n'était pas évident, c'est que dans l'accident du travail, il fallait réussir à relier l'arrêt qui est fait, l'arrêt de travail, avec un événement soudain, comme une réunion avec un manager, une réduction budgétaire, quelque chose qui a déclenché. Je pense que ça tout à fait. Tu peux creuser aussi voilà, vis-à-vis de ces personnes-là éventuellement, parce qu'ils ont l'air de très bien connaître le sujet. Merci beaucoup. Ce qu'on fera, c'est on partagera aussi un résumé du débat et de tout ce qui est marqué dans le chat, en plus du replay, bien sûr. Et je propose aussi sur mon email pour celles qui auraient envie d'échanger kika@kikaauteur, donc c'est un site internet kikaauteur.fr. Voilà, je répondrai volontiers. Tout le monde a ton mail parce qu'on l'a mis dans l'envoi des liens. Donc, parfait. Donc, si voilà, quelqu'un a envie de manière plus personnelle de revenir vers moi, je prendrai soin de répondre au mieux que je peux ou de vous orienter vers une personne qui serait en mesure de mieux répondre, en fait. Voilà.
Super, merci beaucoup. Il y a encore des Merci. conseils qui arrivent de Jennifer. Oui, j'ai vu le conseil sur l'EMDR. Souvent, des psychologues du travail utilisent cette technique. Le MDR, c'est vraiment pour les chocs, en fait. Ouais, sur les chocs, ça marche bien. Et c'est très bien. Il y a c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et de pratiques. On ne connaît pas forcément l'ensemble du menu de tout ce dont on dispose et des professionnels vers lesquels s'orienter. Donc, c'est important de pouvoir partager les expériences. Super, merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a terminé la partie questions, à moins qu'il y ait une dernière question qui reste et qui a envie d'être posée. Et sinon, on va clôturer. Bon, je crois que c'est bon. Kika, encore un immense merci. Merci à toi Clémence, merci Nathalie pour toute cette organisation. C'était un plaisir de vous avoir là à mes côtés, de cette préparation et de cette présence pour permettre d'exprimer tout ça. Voilà. Bah, c'est super parce qu'il y a Hélène qui dit qu'il faut en parler très largement. Et justement, on avait l'idée de prolonger cette soirée avec une table ronde où Kika serait accompagnée d'autres personnes, justement, médecins du travail, psychologues, pour élargir. Et donc, on va revenir vers vous avec plus d'infos. Mais quand je vois l'enthousiasme pour ce soir, je crois que Kika, tu n'as pas fini de Non, mais c'est vrai, témoigner au sein de RMD. On n'a pas parlé non plus, mais il y a des coachs de vie qui peuvent aider à un moment donné ou pour aider au discernement ou aider à s'extraire comme il faut de l'entreprise, tout simplement, rebondir. Et effectivement, une table ronde peut permettre à tout cet écosystème de présenter les enjeux des forces qu'ils ont pour mettre à disposition, voilà, de toutes les personnes qui en ont besoin. Super, et ben merci beaucoup. Un grand merci Kika, de la part de tout le réseau Madeleine Danielou, de la communauté Saint-François-Xavier aussi, qui est très enthousiaste à propos de cet événement et qui suit ça de près aussi. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.